Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière étant donné que c'est une série que j'ai fait qu'une seule fois en fait. J'ai sorti qu'un seul épisode à ce jour, mais je me suis dit que ce serait la bonne occasion étant donné que on est en décembre, on approche des fêtes de Noël et je vais vous présenter les séries que je trouve pas assez connues et qui surtout ne comportent pas énormément de tomes pour que vous puissiez, je ne sais pas, faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, bref, si vous souhaitez faire des cadeaux manga à Noël, voilà, je vous donne des petites idées de mangas qui m'ont énormément plu et que vous ne connaissez pas forcément. Et donc on est parti tout de suite avec le premier manga. Alderamin on the Sky, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, est un seinen que vous pourrez retrouver aux éditions Ototo. 3 tomes sont sortis à l'heure actuelle, et la série est l'adaptation d'un animé éponyme. Alors que l'empire de Kachvarna est en guerre, un jeune homme s'apprête à passer l'examen d'officier à contre-cœur. Son nom est Tikta Solork, et sa réputation de flemmard n'est plus à faire, mais un marché avec son ami Yatorishiro XM le pousse à se prêter au jeu. En échange de son aide, Yatori lui trouvera un poste à la bibliothèque impériale. Mais contre toute attente, cet examen ébranlera la roue de son destin. Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé il y a de ça quelques mois lorsque j'avais pu recevoir le tome 1 de la part d'Ototo. Et donc aujourd'hui j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu plus de cette histoire étant donné que 3 tomes sont disponibles. Alderamin on the Sky est surtout un récit de guerre et de conflits géopolitiques. Vous allez avoir 2 empires qui s'affrontent et nous allons suivre des apprentis de l'armée qui souhaitent devenir des officiers. Dans le premier tome, malheureusement, nos personnages qui voulaient se rendre sur les lieux de l'examen vont se retrouver piégés du côté ennemi à cause d'une tempête qui a eu lieu lorsqu'ils étaient sur le bateau qui était censé les emmener sur le lieu de l'examen. Et donc ce tome 1 va s'axer justement sur ce fait-là. Nous allons voir les aspirants officiers et la princesse du royaume, enfin de l'empire plutôt, tenter de s'échapper et de retrouver le continent. Enfin du moins de passer la frontière. Et puis par la suite, dans le tome 2 et 3, une fois que ce souci sera réglé, on va surtout suivre la formation de nos jeunes officiers. Et on va s'intéresser surtout à notre personnage principal qui est Tikta Solork. Et c'est réellement lui qui fait toute la force et l'intérêt de ce manga. Ikta est en réalité un véritable génie, un scientifique, et il vit dans un monde où les gens sont très croyants. Pour l'instant, le conflit entre la religion et la science n'a pas encore été assez mis en avant à mon goût, et ce sera certainement le cas par la suite. Mais pour l'instant, on sent que Ikta est totalement décalé par rapport au reste des personnes qui peuvent l'accompagner. Alors certes, ils vivent dans un monde un petit peu magique, étant donné qu'ils sont accompagnés par des sortes de familiers, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu une grande importance non plus, donc c'est vrai qu'on s'axe sur quelque chose qui ressemble très pour trait à notre monde. Et ce qui est génial à suivre, c'est réellement l'avancée d'Ikta et de voir comment il va appréhender chacune des difficultés qu'il peut avoir. Ce mec, c'est le plus gros des flemmards, mais le mec le plus intelligent que t'aies jamais vu. Bon si, t'en as vu d'autres comme ça, mais on se comprend. C'est le plus gros branleur, mais qui est le plus malin de tous. Et forcément, dans sa formation en tant qu'officier, il va surprendre tout le monde, puisque les gens ne l'apprécient pas forcément, parce que d'un côté c'est un coureur de jupons, et de l'autre il a le don de se faire remarquer et de dire facilement ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, ça va pas forcément dans le sens des autres. Donc au cours de ces 3 tomes, ce qui est réellement intéressant, c'est de voir à quel point il va pouvoir mind game un petit peu tout ce qui va se produire autour de lui. De toute manière, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, c'est pour ça que je vais pas rester 3 heures dessus, mais vraiment Alderamin on the Sky, c'est un énorme coup de cœur depuis la sortie du tome 1. Assez parlé, on passe au deuxième manga. Monster Musume, un seinen que je vous ai présenté il y a très peu de temps sur la chaîne, qui est à l'heure actuelle disponible aux éditions Ototo et comporte 2 tomes. La série a également connu une adaptation animée, mais évidemment, comme vous le savez, on va parler aujourd'hui du manga. Enfin, plutôt, on va en reparler. De nos jours, humains et créatures mythiques tentent de cohabiter par le biais de familles d'accueil. À cause d'une erreur administrative, Kimihito Kurusu voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de 3 Monster Girls, Miya, Papi et Santorea. Kimihito survivra-t-il à sa nouvelle vie ? Bon, je sais si vous suivez mes vidéos, et en plus c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues récemment, vous avez certainement vu celle consacrée à Monster Musume et aux 2 premiers tomes qui sont disponibles depuis quelques mois. Enfin, quelques mois, non, depuis un mois. Enfin bref, je sais plus. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est un seinen fantasy adressé pour public averti, étant donné qu'il y a énormément d'ecchi et que ce n'est pas censuré. Donc forcément, c'est pas le cadeau que tu vas faire à tout le monde. Je vous l'avais expliqué, Monster Musume tient sa force surtout grâce à ses gags qui vont se baser sur le côté ecchi. À aucun moment, j'ai trouvé personnellement que ça n'a été forcément vulgaire, ou que ça jouait trop sur le ecchi et que c'était pas justifié. Justement, à chaque fois qu'on va te montrer des seins ou autre chose, c'est dans le but de faire un gag, et non pas juste histoire de le montrer. J'avais peur, avant de le recevoir, que ce soit justement un récit qui se base que là-dessus, mais que le ecchi ne serve absolument pas à l'intérêt de l'histoire. Or, comme Mushoku Tensei que je vous ai présenté bien la semaine dernière, même si on n'est pas dans la même dose d'ecchi, Monster Musume gère parfaitement le ecchi et n'en fait pas trop. Après, ça va forcément déranger certaines personnes, mais il faut reconnaître qu'à chaque fois que c'est utilisé, c'est dans le but de faire rire, ou alors de t'attendrir. Ok,
je reconnais, ça peut faire ultra chelou dit comme ça, mais non, justement, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo dédiée, on se retrouve dans un monde où justement les humains essayent d'accueillir les bêtes mythiques. Donc ici, la Lamia, la Harpie, la Centauresse et d'autres encore. Et forcément, le manga va mettre en avant la ségrégation et le racisme avec des scènes très touchantes, même si, comme je l'avais dit pour les 2 premiers tomes, ces scènes-là ne sont pas assez mises en avant pour moi, enfin, elles sont mises en avant mais il n'y en a pas assez. Et justement ce côté ultra touchant lorsque l'on voit nos héroïnes se faire traiter plus ou moins par les gens dans la rue et être souvent dévisagées, et bien que c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié mais qui n'a pas été assez mis en avant ou qu'on n'a pas assez vu dans les premiers tomes. Mais il paraît que par la suite justement ça va être accentué. Et justement comme je vous le disais, certaines scènes ecchi venaient appuyer ce côté-là, ce côté de ségrégation et tout ça, de racisme, bref, je vous laisse découvrir, vous comprendrez très certainement quand vous regarderez, peut-être pas l'animé parce que je ne sais pas ce que vous l'animez, mais en tout cas lorsque vous lirez le manga. Bref, Monster Musume, c'était un genre que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai vraiment apprécié. Et pas pour les raisons que vous pensez. De toute manière, je vous renvoie vers la vidéo qui est consacrée, et on passe tout de suite au 3e manga. To Your Eternity, avec un français vraiment dégueulasse, est un shonen disponible aux éditions Pika. Actuellement, la série comporte 3 tomes en France, et c'est un manga de Yoshitoki Ohima. Une mystérieuse sphère a été déposée sur Terre, elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche, et la mort ne peut la vaincre. D'abord, simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses blessures, et va faire la rencontre d'un jeune homme abandonné de tous. Ici débute un voyage éternel. Ok, alors là, on change totalement de délire, et on va passer dans quelque chose de bien plus philosophique, de bien plus poussé. Enfin, je ne sais pas vraiment, parce qu'en fait, pour l'instant, avec les 3 premiers tomes qu'on a, To Your Eternity ne nous donne pas vraiment les clés sur le mystère de son histoire. Mais c'est vrai que c'est extrêmement touchant, et beaucoup de choses viennent participer à ce côté assez poétique, assez philosophique. Déjà, je trouve que graphiquement, les environnements et même les personnages collent parfaitement au récit. Mais pour ce qui est de l'histoire, ce qui vous intéresse le plus, comme je vous l'ai dit, on va suivre... Eh bien, on ne sait pas trop, une entité, une sorte de sphère, qui va se poser sur Terre, toute petite, et qui va prendre la forme de tout ce qu'elle touche, ou du moins de tout ce qu'elle souhaite, une fois qu'elle l'a touché. Et c'est pas parce qu'elle va toucher un truc qu'elle va forcément changer en cette chose. Et c'est à partir de là que va commencer le récit, étant donné que cette petite sphère, de base, va avoir une forme inorganique, donc une pierre, puis un loup va décéder à côté d'elle, et elle va pouvoir prendre la forme de ce loup. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans le résumé, elle va rencontrer un jeune garçon qui a été abandonné de tous et qui se retrouve dans son village tout seul. Alors, son histoire, je vous laisse la découvrir parce qu'elle est extrêmement touchante, mais le véritable propos de ce manga, c'est justement de suivre l'évolution de notre personnage, donc de cette entité que l'on ne connaît pas vraiment, qui va petit à petit s'intégrer au monde des hommes et va vivre avec eux. Enfin ouais, ok, ça c'est un peu mal expliqué, parce que c'est pas vraiment ce qui va se passer. En réalité, elle va changer de forme à chaque fois. Vous vous en doutez, il va y avoir des morts, et à chaque fois que quelqu'un va mourir, et qui était assez proche de cette entité, eh bien elle va prendre sa forme. Et c'est comme ça qu'elle va vagabonder et errer dans ce monde qu'elle ne connaît pas. Et pour l'instant, réellement, ce qui est intéressant, c'est le mystère qui plane tout autour de ça. Parce que oui, on est dans un côté poétique et assez philosophique, mais le problème c'est qu'on ne sait pas réellement pourquoi cette entité est là, par qui a-t-elle été créée, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou autre chose, et qui sont réellement les ennemis, puisque à partir du tome 2 ou 3, je ne me souviens plus, on va commencer à voir apparaître des entités qui lui en veulent. Et donc forcément, eh bien, les problèmes vont se corser, puisque de base, les problèmes qu'elle va rencontrer, ce seront des problèmes liés à la rencontre de certains personnages qui sont dans des situations assez critiques. Une petite fille à un certain moment qui va vivre quelque chose de pas cool, le petit garçon que je vous ai déjà évoqué au début qui vit tout seul, et puis par la suite, cette entité va continuer à rencontrer d'autres personnages. Et comme je vous l'ai dit, ces personnages n'ont pas vraiment beaucoup de chance, hein. Et donc tous les problèmes de notre personnage principal qu'il va pouvoir rencontrer, enfin je dis il parce qu'il prend souvent la forme d'un homme, mais après ce sera, bon, il y aura les deux. Eh bien ce seront des problèmes liés à ces personnages, mais par la suite, comme je vous l'ai dit, il va rencontrer d'autres entités qu'on ne connaît pas vraiment, qui vont tenter de l'abattre. Mais bref, vraiment, To Your Eternity, c'est vraiment un manga que j'ai adoré pour les 3 premiers tomes. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais réellement j'ai été transporté dans l'histoire, j'ai vraiment pas lâché, et j'attends énormément la suite pour voir ce qui va pouvoir se produire. Est-ce que ça va rester dans ce côté poétique, philosophique, ou est-ce que ça va partir totalement en quelque chose de bien plus terre à terre? J'espère qu'on restera dans un truc aussi léger. Donc si vous ne connaissez pas, comme je vous le répète, To Your Eternity, il y a 3 tomes pour l'instant. C'est parti pour l'avant-dernier manga. Our Summer Holiday est un seinen disponible aux éditions Delcourt Tonkam, c'est un one-shot de Kaori Ozaki. Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille de l'école. Seul, il fait la rencontre de Ryo, une jeune fille de sa classe qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à petit se rapprocher et Ryo va alors lui avouer son lourd secret. Alors, Our Summer Holiday, j'en ai juste parlé sur Instagram il y a quelques temps maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'ai découvert, il me semble que c'était cet été, et réellement c'était un coup de cœur total. Comme je vous l'ai dit, c'est un one shot, donc pour cadeau, c'est vachement sympa. Il n'y a pas besoin d'acheter une série complète, non, là vraiment tout est là-dedans. Comme vous l'avez compris, c'est un récit qui va nous raconter l'histoire d'enfants. Donc de base, Natsuru, qui va être notre personnage principal, qui est un jeune garçon,
qui va, par la force des choses, rencontrer une fille dans sa classe qui est rejetée également par les autres. Il va nouer des liens avec elle et va en apprendre énormément sur elle, de par son mode de vie, mais également un lourd secret qu'elle peut porter. Et de base, on pensait avoir affaire à un manga avec une histoire qui peut s'adresser certainement à des enfants, plus adressé à des enfants. Et la réalité de l'histoire est bien plus grave que ça. Ça me fait penser à Made in Abyss quand je dis ça, même si l'histoire n'a absolument rien à voir, mais c'est vrai que de base on pense à un petit truc un peu enfantin, même si Made in Abyss c'était bien plus poussé, et à la fin on se retrouve avec quelque chose de totalement contrasté avec le début. Bah là c'est un peu la même idée, sauf que les dessins, bon, ne sont pas très enfantins, ils sont classiques, mais réellement l'histoire est extrêmement prenante et surprenante à la fois. J'ai adoré voir justement nos personnages se lier entre eux, s'attacher, et Natsuru va pouvoir faire connaissance de la famille de Ryo et découvrir un petit peu son mode de vie qui n'est pas comme tout le monde. Je préfère ne pas trop en parler parce que voilà, c'est un petit peu là-dessus que se repose l'histoire, et réellement vous allez surkiffer d'avoir la surprise. Donc si je spoil, ça ne sert absolument à rien. Mais en plus de ce mode de vie extrêmement difficile, Ryo et son frère possèdent un très lourd secret. Et pour des enfants, c'est pas une vie normale. Et donc ce manga m'a extrêmement touché dans son histoire. C'était réellement génial, vraiment je ne peux que vous le conseiller. C'est comme je vous l'ai dit, c'est en un tome, donc ça va pas vous prendre des journées à lire, mais vraiment l'histoire était ultra prenante. Je me suis tellement attaché à nos personnages, et tu veux réellement qu'ils puissent leur arriver que du bien, avec tout ce qu'ils ont déjà vécu, donc vraiment voilà. Our Summer Holiday, c'était génial, c'était une histoire ultra prenante, donc je vous le conseille encore une fois. Et maintenant, dernier manga de cette vidéo. Forcément, on finit avec l'un de mes plus gros coups de cœur niveau manga, Bestiarius de Masasumi Kakizaki, que vous connaissez déjà certainement pour d'autres œuvres. Bestiarius est un shonen seinen que l'on retrouve aux éditions Kazé. C'est le manga que je vous présente qui comporte le plus de tomes à l'heure actuelle, étant donné qu'il y en a 5 de disponibles en France. Premier siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où monstres et humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, wyverns, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés à s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires, on les appelle les bestiarii. Or certains d'entre eux, comme Finou Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de simples bêtes, et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers, et même contre l'Empire tout entier. Voilà ce qu'il en était pour le synopsis. Alors vous l'avez compris, Bestiarius, c'est un manga fantastique qui va se placer en termes historiques dans l'Empire romain. Enfin là, oui, vous m'avez compris. Bref, après au 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est juste une simple dinguerie. Que ce soit d'abord pour les dessins. Les dessins sont magnifiques. C'est pour ça d'ailleurs que un seul tome sort par année, parce que voilà, le boulot qui est fourni sur un seul tome, c'est juste une dinguerie. De toute manière, je vais vous mettre des images, des planches pour que vous puissiez voir à quel point c'est juste une dinguerie. Le dessin est superbe et l'histoire est juste géniale. Comme je vous l'ai dit, on va suivre dans un premier temps des personnages qui vont se retrouver dans l'arène pour combattre en tant que gladiateur. Dans le tome 1, on va retrouver Finn, qui est le personnage que vous pouvez voir voilà, sur la couverture, qui se retrouve en tant que gladiateur, mais qui a été élevé par une wyvern. Une wyvern, c'est une sorte de dragon, pour ceux qui voient pas trop. Et forcément, pour survivre, Finn se retrouve obligé de tuer les différents adversaires qu'il va pouvoir rencontrer dans l'arène. Mais un jour, pour rigoler, Domitien, donc l'empereur, décide de mettre dans l'arène en face de lui la wyvern qu'il a élevée. Et forcément, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Je ne vous en dis pas plus, puisque l'histoire va bien plus loin que ça. Au début, on va suivre ces deux personnages, mais le réel intérêt de l'histoire, c'est de voir comment va se mettre en place l'armée des hommes libres qui vont pouvoir lutter contre l'Empire romain. Et toute cette dictature qui est contre la paix qu'il peut exister entre les créatures mythologiques et les humains. Et donc l'histoire était extrêmement prenante, puisque de base, on pensait suivre qu'un seul personnage, mais finalement, on va se retrouver au fur et à mesure des tomes à suivre d'autres personnages principaux, qui vont malgré tout pouvoir se rejoindre à un moment ou à un autre. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est à partir de ce moment-là réellement que le peuple des hommes libres va pouvoir être créé, et que la véritable résistance contre l'Empire romain est formée. Et c'est ça qui est génial, puisque chacun de nos personnages, même si on ne les voit plus, vont perdurer via leurs idéaux. Et c'est juste génial au niveau de l'histoire. La construction est ultra propre pour l'instant, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Les 5 premiers tomes sont juste des dingueries, que ce soit graphiquement ou, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'histoire, et de l'attachement que tu vas avoir envers nos personnages. Tous les personnages que l'on a vus sont ultra attachants pour leur histoire, bon, à part effectivement les ennemis, mais tous ceux qui vont se rallier aux hommes libres sont réellement ultra attachants. Et tous extrêmement intéressants et bien écrits. Tous les personnages que l'on a pu voir ont réellement un intérêt pour l'histoire et ne sont pas là juste pour faire de la figuration. Et c'est ça réellement que j'ai trouvé génial dans Bestiarius. Bref, en fait, je vous dis ça, mais Bestiarius, c'est juste une dinguerie à tous les niveaux. Donc si vous ne connaissiez pas Bestiarius, pourtant je pense que plein de gens en ont parlé, mais ce n'est pas assez connu à mon goût, je vous conseille réellement les 5 premiers tomes qui sont disponibles à l'heure actuelle. Alors certes, le prochain, le tome 6, devrait sortir peut-être d'ici un an, puisque comme je vous l'ai dit, ça met énormément de temps à sortir, mais foncez dessus quoi, c'est juste génial.
Bref, voilà ce qui a été pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Voilà le petit épisode 2 consacré à cette série sur les mangas que je considère trop peu connus à mon goût, et qui cette fois-ci se portait sur des séries un petit peu plus courtes que d'habitude, puisque je souhaitais que vous puissiez les découvrir à Noël par exemple, ou les faire découvrir à quelqu'un à Noël. Je pense que c'est l'occasion, voilà, on s'est fait de découvrir des mangas, hein. C'est vrai que bon, l'année dernière je ne l'avais pas fait, mais voilà, je pense qu'il y a plein de mangas à découvrir, et voilà, les fêtes de Noël c'est le moment d'offrir et tout, et de pouvoir faire plaisir, donc... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que je pouvais faire avec cette vidéo. De toute manière, on n'est que début décembre, donc vous avez le temps, hein, et peut-être que vous en foutez. Bref, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces 5 mangas, je vous souhaite à tous réellement de prendre soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement un épisode de Your Manga Time, si tout se passe bien cette fois-ci. Allez, prenez soin de vous et à très vite, c'était Jérôme. Trompé et dirigé vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis, un magnifique banquet qui tôt ou tard finira finalement par nous exterminer. Regarde les infos, plus rien ne nous étonne, on n'arrive plus à reconnaître le bon du mal, la brute de la canaille, la fiction de la réalité, tellement les deux